le générique de votre émission. Vous comprenez, c'est Interface, messieurs et dames. Premier numéro de la semaine de cette cavalcade sociopolitique sur les antennes de votre chaîne. Vous nous suivez de partout. Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue. Le décor est déjà planté tout au long de cette émission. On va y revenir sur cette situation précaire qui sévit à Kinshasa durant ces jours liés aux fortes pluies qui ont bientôt bien sillonné la ville de Kinshasa, causant des morts. Le gouvernement parle, selon les bilans provisoires donnés, on parle de 23 morts aujourd'hui. Beaucoup pointent du doigt la façon de faire, le manque du plan urbanistique, soit l'imprudence, parce qu'on dit toujours que diriger, c'est prévenir, la prévention, qui est une notion importantissime, ce qui n'est pas le cas avec le gouvernement congolais. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut considérer ça comme un phénomène naturel, comme beaucoup y pensent, ou bien parce que c'est par la négligence du gouvernement congolais? Une question qui mérite d'être posée, on en parle dans cette émission. On va aussi revenir sur les consultations. Vous savez, les idées de Martin Fayoulou parlaient d'un dialogue justement pour créer la cohésion nationale, mais certainement le président Tshisekedi a choisi une autre façon de faire les choses en choisissant son conseiller en matière de sécurité, le professeur Iberan Kolongele, justement, pour conduire ces consultations. Jusque-là, certains partis de l'opposition boudent ses assises, y compris Martin Fayoulou avec son SID, Délice Sanga et tant de partis politiques. Pourquoi les SID boudent-ils ces initiatives? Ce n'est pas dans le cadre des dialogues que SID voulait toujours. On en parle dans cette émission avec Alain Zikatedi, il est cadre du parti SID de Martin Fayoulou, l'un des soldats, du commandant du peuple. Bonjour et bienvenue. Bonjour cher Daniel. Je glorifie l'Éternel pour avoir vous rétabli encore dans un état un peu réconfortable. Je vous ai vu là, j'étais tout oreille et notre prière était que vous puissiez vous rétablir. Gloire à Dieu que je vous ai vu. Bonjour également à Madame Sarah, oui, que je salue. Elle qui était restée là comme gardienne de la temple, du temple, pardon. Donc nous sommes restés là, on a tenu coup jusqu'à votre duo. En tout cas, je suis flatté encore de l'avoir et ne laisse que vous dire, madame, bon début de la semaine. Nous sommes là, nous sommes toujours en train de tenir, malgré tout ce que nous connaissons, nous subissons comme velléité étant expansionniste. Mais nous tenons le coup. Permettez-moi en ces moments dire au peuple, surtout de l'Est, un mot, que ces mots-là, c'est celui du réconfort. Parce que nous savons, cher Daniel et Madame Sarah, qu'à Goma, au moins 5 personnes sont tuées par jour et à Bukavu, c'est plus de 10 personnes qui sont tuées par jour. Donc, aujourd'hui, là, nous perdons, nous continuons à perdre. Et si nous ne faisons pas attention, nous continuerons toujours à perdre nos frères parce que là, nous sommes en train de manifester une certaine faiblesse à un certain niveau. Mais nous leur disons que le commandant du peuple nous a chargé, moi particulièrement, pour leur dire qu'il faut tenir bon. Nous savons que c'est les douleurs d'enfantement. Nous savons qu'à un temps record, nous allons recouvrir notre intégrité territoriale et surtout avec la liberté de nos citoyens qui sont de ce côté-là. Donc, courage et mes condoléances à tous ceux qui ont perdu l'air, surtout à Kinshasa avec cette pluie suite à les compétences du gouvernement. La gardienne du temple. Bonjour Sarah. Daniel Roland Lai, je te salue. Monsieur Alain Zikatedi, je vous salue également. Merci. Et bonjour à toutes ces personnes qui ne cessent de nous suivre et je souhaite un très bon début de semaine à tout un chacun. Alors, des inondations à Kinshasa, Alain Zikatedi, vous avez suivi cette situation. On parle des morts de plus de 20 personnes qui ont trouvé la mort aujourd'hui, selon les bilans donnés par les gouvernements à travers le ministre de l'Intérieur, Maître Jacquemain Chabani. Vous, quand vous avez vu cette situation, comment pouvez-vous analyser ça? Est-ce que je vous dis, faudra-t-il condamner le gouvernement congolais ou bien il faudra condamner la population parce que n'importe qui se permet d'aller construire n'importe où sans pourtant tenir compte de toutes ces choses qui peuvent arriver en tout moment? N'importe qui construit n'importe où. Ça, c'est votre phrase, cher Daniel.
Mais avec l'autorisation de qui? Parce que c'est l'État congolais qui donne l'autorisation de bâtir. Donc aujourd'hui, avec ce qui se passe, ou ce qui s'est passé avant-hier et hier, nous avons compris que le comble pour nous d'avoir Evoloko à la tête de Kinshasa. Evoloko. Je vous dis. C'est qui Evoloko? Nous avons un Evoloko à la tête de Kinshasa. Un Evoloko. Je vous dis, cher ami. Evoloko. Non, ce n'est pas celui-là. Le propriétaire du nom, c'est un musicien congolais. Evoloko Lai Lai. Lai Lai. À l'époque, on a connu Evoloko qui ne faisait que dormir la journée. Oh. Mais le soir, il était là dans une ambiance un peu exacerbée. Et aujourd'hui, nous avons connu quelqu'un qui vous dit que lui, la journée, il dort et il travaille la nuit. Qu'est-ce qu'il fait la nuit? Si ce n'est que se bringuer-baller à travers des endroits où on ne peut vraiment pas trouver assez longtemps les dignitaires, surtout qui se considèrent comme des hommes sérieux. Mon frère, le Congo ne manque pas un plan d'urbanisation. Depuis l'époque coloniale, avec le gouverneur Pétion, un Belge, nous avons connu un plan d'aménagement et d'urbanisation de Kinshasa. Kinshasa, à son époque, était disponible à regorger que 500 000 habitants. Mes chers amis, aujourd'hui, Kinshasa... On parle de plus de 15 000. On parle de plus de... D'ailleurs, on nage, parce que nous sommes encore dans les estimations. Il y a des ceux qui parlent de 17 000, il y a des ceux qui parlent de 20 millions déjà. 17 millions, 20 millions. Maintenant, dites-nous, cher Daniel, Kinshasa, que le Belge vous a laissé, à Tchangou, il n'y avait qu'une seule commune, il y avait Kenjili. À Lemba, il y avait Matete, plutôt à Moamba, il y avait Matete, il y avait Lemba, il y avait Limete. Ngaba et Kisenso n'étaient pas laissés par les Belges. À Kalamou, il y avait, plutôt à Funa, il y avait Kalamou. Vous prenez son Fokobel, le quartier historique qu'on appelle actuellement Kimbangu. Vous prenez encore Kasavubu et Ngiringiri. Il n'y avait que deux communes là que les Belges vous ont laissé. Et vous prenez le Kunga là, il y avait presque le Gombe qui était appelé Kalina et autres. Mais mon frère, regardez bien aujourd'hui. Nous avons une affaire de 24 communes. Et plusieurs sont urbano-rurales. Nous vous disons qu'il y a une partie qui est occupée. Cette partie-là regorge au moins 15 à 20%. Donc 85 ou 80% de Kinshasa n'est pas construite. Et la partie qui est construite, elle est construite anarchiquement. Madame Sarah, regardez bien ce qui se passe là. Nous sommes dans une ville où les tirages des rivières, des ruisseaux posent problème. Vas-y ici à Njil Brasserie, cher Daniel. Des Chinois, des Indo-Pakistanais, avec leurs fameuses usines qui polluent d'ailleurs la ville. On fait en sorte que la rivière soit rétrécie. Et si aujourd'hui vous avez une pluie torrentielle, le comble que la rivière, l'eau, va quitter son lieu habituel pour pouvoir mettre les gens surtout en difficulté. Ce qui s'est passé ici, en Gili, c'est un cas de récidif. Ça nous arrive presque chaque année. Mais nous sommes face à un gouvernement de psychopathes qui n'arrive pas à comprendre qu'il faut être soucieux du besoin ou
des états de leur population. Ce qui s'est passé là prouve à suffisance que nous n'avons pas de dirigeants au sommet de Kinshasa, ou encore de l'État congolais. Le gouvernement, lui, condamne la population. Vous avez suivi l'interview de Daniel Bumba, le gouverneur, quand il dit que bon, moi, je n'aimerais pas parler de Voloko beaucoup plus. De construire n'importe où, à 100%. La population construit n'importe où, avec l'autorisation de qui? Mais monsieur Alain, mais est-ce qu'on doit toujours s'y attendre à une interdiction venant de l'État? Oui, madame. Pourquoi? L'homme... Mais il faudrait d'abord penser aux conséquences, madame, de vouloir faire quelque chose. Mais qui doit penser plutôt aux conséquences? La population, bien non, c'est l'État. Est-ce que les architectes... Ce n'est pas pour rien. Les architectes-là viennent du gouvernement? Mais madame, vous savez, allez ici en Angola, pas plus ici, le pays voisin. Il y a des communes qu'on appelle des golfe d'Auge. On vous parle de Palanca. Si vous êtes à golfe d'Auge, vous ne pouvez pas ériger, plutôt à Palanca, vous ne pouvez pas construire une maison de plus de 10 étages. Non. L'État déjà a fait des études géodésiques. On vous dit, Madame Sarah, vous venez acheter à Lingwala. Ok. Lingwala, surtout la partie, comment on appelle ça, le rond-point Lingwala là, le rond-point Willery, c'est la partie la plus basse de Kinshasa. Et cette partie la plus basse est entourée des eaux. Donc, c'est un terrain marécagé. S'il faut construire, il y a des préalables. On vous dit déjà ce qu'il faut faire pour ne pas arriver à causer préjudice plus tard. Vous achetez à Mongafula. Voici les études géodésiques de cet endroit. Vous ne pouvez pas aller chercher à mettre une maison de 2 étages à profondeur de 2 minutes. Non, vous ne pouvez pas. De 2 mètres, pardon. Donc, on vous dit déjà qu'il y a des études qui ont été menées pour notre étendue territoriale. Donc, s'il faut construire des précautions, on vous dit ici, peut-être pour ne pas gêner les voisins, pour ne pas violer leurs intimités, vous ne pouvez pas avoir une maison de 4 étages pendant que tout le monde a une maison, peut-être derrière les choses seulement. Vous voyez, donc c'est tout ça, c'est l'État congolais. Mais sachant que chaque année, il y a toujours eu de fortes pluies. On devrait quand même penser à ça, la population. Mais là, comme il y a de fortes pluies, madame, que chaque année, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des conséquences. Comme il y a de fortes pluies, qu'est-ce qu'il faut faire? Ne pas construire. L'inondation que nous voyons là, en réalité pour nous, on peut appeler ça abusivement catastrophe naturelle, mais c'est l'incompétence des dirigeants congolais. Parce que la rivière Njili, de là où elle a tiré sa source, jusqu'à son embouchure ici, je vous dis qu'elle récupère des eaux de plusieurs affluents. Et à chaque fois qu'il y a pluie, madame, ces affluents-là alimentent la rivière. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait tirer de manière continue la rivière Njili. Et il ne fallait pas permettre aux gens de venir construire tout autour de la rivière. Ne pensez-vous pas que la responsabilité devrait être partagée? L'État a la une part de grande responsabilité, Madame Sarah, c'est de l'État congolais. Mais est-ce qu'à ce niveau, on doit tout le temps dire que la grande responsabilité revient à l'État congolais et non à la population? Mais bien entendu, Madame Sarah, je vous donne un exemple. L'État congolais prélève la taxe d'environnement, d'assainissement. Et il prélève là où? Prélève ça plutôt où? Dans certaines entreprises qui polluent la nature. Ceux qui nous fabriquent des bouteilles en plastique et autres. L'État congolais lui-même a dit non. Moi, comme je prélève cette taxe, c'est moi qui suis censé, moi-même, l'État congolais, assainir mon environnement. Mais regardez ce que nous voyons. Aujourd'hui, les bouteilles que nous avons, toutes les différentes bouteilles que nous avons à travers la capitale, sont considérées comme des fleurs. En réalité, c'est l'État qui allait prendre au sérieux cette affaire pour pouvoir chercher comment
assainir l'environnement. Maintenant, aujourd'hui, vous voulez que nous puissions incomber la charge à qui? C'est là où nous vous disons. Mais vous verrez que malgré la bonne volonté qu'aura l'État, mais on verra cette même population revenir au même endroit pour continuer à... Dans un État sérieux, l'État, on ne parle pas de la bonne volonté. C'est un attribut qui lui revient des droits d'assurer votre protection, de chercher comment assainir l'environnement, de vous protéger, de protéger l'intégrité territoriale. Ce sont des prérogatives qui lui reviennent des droits. Alors, lorsqu'on arrive à la tête d'une organisation, madame, on se pose 3 questions fondamentales. Et parmi ces 3 questions, madame, on doit se poser la question de savoir aussi dans quel environnement, sur le plan général, que j'ai trouvé mon organisation. Et que dois-je faire pour pouvoir donner le meilleur de moi-même en assainissant comment l'environnement que j'y habite. Maintenant, lorsque nous sommes là, regardez, on ne cure pas les caniveaux, on ne cure pas on ne draine même pas de l'eau. Parce que curage et drainage, ce sont des histoires, on a parlé de l'OVD, qui ne fait presque rien. Cette rivière ici que vous voyez, Julie, madame, ne peut pas continuer à être inondée à tout moment. Non. Et c'est chaque année. C'est chaque année. Ce que vous dites là est vrai, c'est chaque année. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a un ministre qui est allé acheter comment on appelle ça, les canaux rapides. Il attendait que vous ayez l'inondation pour qu'il vienne mettre ça comme transport. Et lui-même, c'est le ministre des Transports. Il vient mettre le trafic où les gens vont commencer à payer. Pendant cette période ici, en réalité, en ce moment ici, l'État allait prendre en charge toutes les différentes dépenses et autres qui incomberaient surtout à sa charge pour pouvoir chercher à protéger sa population. Mais ça ne se fait plus. On fait payer aux passagers $150 de bitching. Je ne sais pas si c'est à quel endroit comme ça. Vous voyez, on se rend vraiment compte de cette affaire ici, madame. Nous ne sommes pas gérés. On vous a abandonné. C'est comme ça que vous voyez, les gens construisent plutôt anarchiquement parce que les gens se sont rendus compte que nous sommes dans une pétodière. Il n'y a pas une loi. Nous sommes, comme dit les Kinombo Kabana. Quelqu'un peut s'élever un de ces 4 matins, il vient il construit je ne sais où, et il n'a même pas envie de demander l'autorisation. Ici, nous avons vu, ici, des gens qui ont construit sur des égouts, et qui ont même bouché des égouts, madame. Est-ce que vous pouvez nous sommes dans quel état? Les gens ont bouché des égouts, des gros collecteurs que l'homme blanc a laissés, pour pouvoir collecter l'eau et amener, jeter dans les fleuves. Mais les gens ont eu la chance pour eux de boucher ces collecteurs-là. Aujourd'hui, le pays souffre. Allez-y à Lingwala, allez-y à Kinshasa et Barumbu. L'inondation qui s'est fait là, c'est parce que les gens ont accepté de construire sur les égouts et les boucher. Alors si aujourd'hui ce gouvernement décide de casser ou encore de briser toutes ces constructions anarchiques, on aura affaire à une population qui se mettra à nouveau à pleurnicher, ou soit on aura plutôt un gouvernement laxiste. Faut-il mettre l'oreille sur le pleur du gouvernement, de ceux qui veulent les construire anarchiquement, ou faut-il arranger l'affaire de manière durable pour que les générations futures puissent en bénéficier? C'est ça le problème. Donc, Madame Sarah se permet avec son argent d'aller acheter une voie publique. Il a barricadé. Ceux qui vivent à Lembala peuvent vous témoigner. Quelqu'un qui accepte de prendre l'argent de garantie, je ne sais de qui, pour pouvoir venir agrandir sa maison et barrer la route des tunnels que l'homme blanc a laissé. Il y a certains tunnels tels qu'à Lemba là, mais je vous dis, il y a des difficultés. Lemba Matete, Yolo partout. Quelqu'un qui accepte d'agrandir sa maison en bouchant même le bout du tunnel. Et
Et les gens ont trouvé ça normal et c'était une affaire qui est devenue. Mais là, si l'État sérieux arrive, il dit que non, nous devons récupérer la partie qui appartient à l'État. Ça, c'est un problème. On doit pleurnicher. Non. Tout ce qui se fait là, c'est parce qu'eux-mêmes aussi construisent de manière anarchique. C'est ça le comble, madame. Quelqu'un, je vous dis là où moi je suis, quelqu'un a accepté le ruisseau là de Munguludiaka, qui a traversé l'Embangaba pour sortir, pour se jeter dans un ruisseau qui sépare l'Embangaba. Madame, quelqu'un qui a accepté d'acheter une parcelle et il a prétendu acheter aussi une avenue, plus le ruisseau. Il a fait en sorte que le ruisseau soit rétréci. Maintenant, c'est à chaque fois qu'il y a un débit qui arrive à ce niveau-là, ça cause avec les digues et ça fait retour maintenant au ménage. Maintenant, faut-il protéger une seule personne au malheur des autres, ou bien faut-il casser ça pour pouvoir chercher comment mettre tout le monde à l'aise? Non, c'est ça le problème. Nous n'avons pas un État. Le plan aujourd'hui d'urbanisation est connu. Martin Fayulu m'en a proposé un autre. À Kimbuta, malheureusement, il lui a remis le plan pendant que Kimbuta prenait ses tiges de chanvre. Et il a peut-être mis ça dans la veilleuse. Mais en réalité, il y a un plan où on vous dit, même du côté Nsele, aujourd'hui, madame, les gens construisent anarchiquement. Demain, on peut y avoir des conséquences néfastes. Les gens construisent des belles maisons, mais sans curage. On ne sait pas où jeter de l'eau. Et à chaque fois qu'il y a écoulement, à chaque fois qu'il y a pluie, même l'eau là qui cherche peut-être les sillages d'eau qui cherchent à couler là, cherche où passer. Et demain, ça peut créer des érosions. On a construit, sans pour autant penser au terrain de foot. Les gens, les amis, la jeunesse qui monte là, vous prenez un peu des avenues, ils vous jouent au foot, et vous oubliez à chaque fois qu'ils jouent au foot là, plusieurs fois qu'ils font ça, et plusieurs fois aussi les sables, comment, c'est des tâches. Donc ça peut plus tard créer, et vous aurez des nids de poules, et ainsi de suite. Après ces nuits là, vous aurez des érosions et autres affaires. Donc, l'État devrait faire quoi? À chaque fois qu'il y a une création d'une cité, l'État suit. L'État suit la population. Il organise. Il sait où faut-il mettre les marchés, où faut-il mettre un terrain de football, où faut-il canaliser l'eau, et où faut-il mettre les macadam. C'est ça un État. Donc l'État peut venir a priori ou a posteriori, mais l'objectif est d'abord d'organiser. Mais lorsque l'État n'organise pas, il vous laisse construire comme vous voulez. Quelqu'un peut construire la maison à un seul niveau. L'autre là, le rez-de-chaussée seulement. L'autre là, dans un même quartier. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, madame. C'est-à-dire qu'il y a un problème sérieux. C'est là où nous vous disons que la responsabilité incombe à l'État. Pourquoi l'État a un ministère d'urbanisme? Pourquoi il a un ministère d'habitat? Pourquoi il a un ministère des affaires foncières? C'est ça. C'est le rôle de ce ministère-là pour pouvoir orienter. Il y a des endroits où vous ne pouvez pas construire. On doit donc dire qu'on n'a jamais eu un ministère compétent à la tête de on n'a pas eu de ministre compétent, madame. Un ministre, compétent à la tête de l'urbanisme. Et non seulement un ministre compétent, on n'a pas eu un président compétent. Parce que vous êtes là comme top manager. C'est vous qui orientez. C'est vous qui recevez toutes les directions possibles de chaque secteur. Donc vous êtes comme un super, un top manager. C'est vous qui orientez. C'est vous qui donnez des conseils à tout le monde. C'est vous qui fixez la ligne maîtresse. C'est vous qui venez avec la vision. On peut se poser la question de savoir aujourd'hui, madame, quelle est la vision de M. Tshilombo sur l'urbanisation ou l'urbanisme? Il n'y en a pas. Aujourd'hui, vous pouvez nous dire, il y a des endroits, en principe, où, si vous allez, vous ne pouvez que trouver des maisons, pas des maisons même à un niveau. Non.
Mais ici, vous en avez. Madame, allez chez nous à Mongafala, vous verrez. Les gens construisent anarchiquement, je vous dis. Et demain, les gens vont regretter. Les gens ont commencé à regretter Maman Boutou, bien que ça ait été considéré. Il y a des érosions qui viennent là. C'est très compliqué. Maintenant, ne voyons pas ça aujourd'hui. Voyons ça demain. Ceux qui construisent en Sélé, à Maloukou, est-ce qu'ils respectent les normes? Comment nous pouvons accepter, madame, que tous nous soyons peaufinés, que dans un espace où il n'y a que 15% ou 20% de construction? Plus de 9 millions, de 9000 km² que nous avons ici à Kinshasa. Vous tous, 17 ou 20 millions, vous n'êtes que concentrés sur un même endroit. Non, ça ne se fait pas comme ça. La République de la Gombe. Mon frère, nous sommes dans la République de la Gombe, nous sommes dans la République de Lingwala. C'est comme ça que vous voyez, nous autres, nous avons du mal. Si vous voulez louer la maison de ce côté ici, on vous dit un studio à $500. Ils ont voulu donner un caractère que les Belges en avaient. C'est ça aussi qu'on a dit. L'homme congolais n'a fait que suivre l'homme belge qui nous a aussi appris l'apartheid de sa manière. Donc, c'est ce que nous condamnons et c'est là où nous vous disons ce qui s'est passé là. Vous savez, un savant nous a dit, un bon chef, un bon parent n'est pas celui qui vient souvent essuyer les larmes de ses enfants. Mais un bon parent, c'est celui qui fait que les larmes de ses enfants ne coulent pas. Alors, ce que M. Tshilombo fait là, lui se fait maintenant un comptable, il vient, non, il y a eu 32 morts, il y a eu 32 morts, il y a eu... Et pense que nous sommes contents. Qu'est-ce qu'il a fait? Selon certaines sources, madame, on aurait appris que Metelsat avait déjà prévenu. On parle même de 2 semaines avant. 2 semaines avant que Metelsat vous a prévenu qu'il y aura des pluies torrentielles. Et il fallait prendre des précautions. Si on avait un État sérieux, qu'est-ce qu'on allait faire? Ils allaient sensibiliser tous ceux qui vivent tout au long de la rivière Njili. Non, voici les informations de notre possession. Nous vous prions de laisser momentanément vos maisons, récupérer des biens précieux, laissez d'abord vos habitations le temps que ces moments passent. C'est ça un État. Mais laissez pour aller où? Il faut bien entendu. Aussi, mais aujourd'hui, madame, ils ont prévu, semble-t-il, j'entends ici, je crois que c'est votre confrère qui vient de nous confirmer, Roland. Ils ont prévu un espace ici c'est à Tata Raphaël, où ils vont mettre les sinistres. Pardon? Au gymnase. Parce que voilà. Il y a déjà les stades Tata Raphaël qui est occupé. Qui est déjà occupé. Voilà. Mais maintenant, rendez-vous compte, nous sommes dans quel état, mon frère? Nous sommes dans quel état, Maman Sarah? Hein? Donc, on ne veut même pas prévoir. Pendant que je laisse prévoir. Ils n'ont même pas de mesures de prévention pour pouvoir chercher à contourner l'obstacle. Nous sommes dans quel état? Maintenant, si on vous dit que M. Tshilombo doit partir parce qu'il n'est pas à la hauteur de sa tâche, on nous traite des haineux, on nous traite de tout. Mais ça ne peut pas passer comme ça. Aujourd'hui, là, nous sommes prêts. Nous sommes toujours... On comprend, hein, parce qu'on a vu ça aussi avec Mandona, dont ces gardes ont abattu sauvagement un de leurs. Donc, pour eux, en réalité, la vie humaine n'est pas sacrée comme le dit la Constitution. C'est pas normal comme ça, madame. On peut accepter donc, pour nous, 32 morts, pour nous, c'est rien. C'est rien. Les gens minimisent même les chiffres. Ah, il y a eu 32 morts. Mais vous avez voulu qu'on ait combien de morts? Et vous allez vous rendre compte qu'après cette période, la situation va redevenir normale. Et pour les gouvernants, et pour les gouvernés. Mais nous sommes où? Nous sommes où? C'est là où nous vous disons qu'il est temps. Aidez-nous, vous qui êtes là, aidez-nous à mettre M. Tshilombo de côté. Pour le remplacer par qui? Mais, Daniel, même vous, Madame Sarah, peut aussi remplacer Madame Souminois. C'est possible. Alors, pourquoi pas? Nous avons besoin de ceux qui peuvent faire en sorte que nous puissions sortir de ces gouffres. Il faut attendre. Ça ne va pas. Son mandat. Bon. Il reste, si c'est 3 ans, si c'est 4 ans. Vous pouvez aussi les pousser à démissionner.
C'est une voie constitutionnelle. Vous pouviez aussi. Parce que là, nous ne voulons pas vous dire. Conscient qu'il doit démissionner. Non, s'il ne l'est pas, vous pouviez les pousser. Après, quand on aura un nouveau président, ça sera quoi? Tel est passé par ici, n'a pas pu faire ça, donc moi aussi je m'arrête là. Non, celui qui viendra, il viendra avec 3 attributs. Qu'est-ce que mon prédécesseur a laissé de mauvais pour que je corrige? Qu'est-ce qu'il a laissé de bon pour que je préserve comme acquis? C'était le cas aussi avec M. Tshisekedi. Non, lui il n'a même pas préservé les acquis. M. Tshisekedi. Il n'a même pas préservé les acquis. Il n'a même pas corrigé les erreurs. Et il n'a même pas imprimé sa marque. Aujourd'hui, là, s'il faut parler de Tshisekedi. Fachi Béton, sa marque. Sa marque, c'est... Et les Fachi Béton, là, si on ne fait pas de Fachi Béton, ça veut dire détournement. Non, mais il y a des routes construites. Non. Ce n'est pas en fonction de ça. Madame, est-ce qu'avec 6 ans de M. Tshilombo, on peut parler de ces différentes routes qu'il a construites là? Non, mais M. Zigatedi, non, mais dites tout quand même. Il y a quand même des routes qui ont été construites qui aident aussi la population. Est-ce que vous pouviez, de manière un peu concrète, parler des routes construites par M. Tshilombo à travers la République? Je ne parle pas de Kinshasa, à travers la République. Combien de kilomètres s'il faut peut-être quantifier ça comme ça? Madame, une aventure ambiguë. Mais s'il faut vous parler des millions qui ont été détournés pendant son règne, vous tomberez en syncope. Vous tomberez en syncope parce que ça ne se fait pas. Durant 6 ans, madame, des milliards détournés, des milliards, j'ai dit, qui pouvaient construire l'État Congo que nous avons aujourd'hui. Qui pouvaient même faire en sorte que nous puissions faire face. Aujourd'hui, nous sommes milliers par un groupe armé. Nous sommes milliers par un petit pays. Mais c'est parce qu'on a trouvé quelqu'un qui traite les affaires de l'État avec beaucoup de légèreté. C'est là où nous vous disons qu'il est temps de chercher à rappeler à M. Tshilombo qu'il peut même démissionner. Qu'il est temps de dire à M. Tshilombo qu'il a failli à sa mission, qu'il laisse le Congo à ceux qui peuvent faire en sorte que le Congo puisse sortir dans le gouffre dans lui-même l'a fait plonger. Donc c'est ça pour nous le souci. En réalité aujourd'hui, on a compris, surtout avec ça. Ça, ce n'est qu'une goutte. Il y a encore des histoires un peu gravissimes. S'il faut continuer à parler de ça, à toi vous allez vous rendre compte qu'en réalité, M. Tshilombo n'était pas l'homme providentiel. Il n'était pas préparé. Et là, nous affirmons même la thèse de ceux qui disent que même Papa Etienne ne voulait même pas que lui soit rapproché de tout ce qu'il considérait comme affaire de la Res Publica. Donc c'est un monsieur qui n'a pas été rodé, préparé. Conséquence, c'est ce que nous voyons comme chaos sur tous les plans de notre nation. C'est ce que nous décrivons, madame. Alors, le message est passé, le message d'Alain Zigatedi qui est revenu justement sur cette situation maléfique qui a bousculé les Quinois durant ces 2 jours, qui continue à bousculer les Quinois jusqu'à aujourd'hui. Je pense que les autorités vont prendre des décisions adéquates justement à pouvoir finir. Alors, on va parler des consultations, les idées. Vous avez proposé les dialogues, vous insistez sur ça justement pour créer la cohésion nationale entre Congolais. Aujourd'hui, on parle des consultations, initiatives du président qui a chargé son conseiller en matière de sécurité, les professeurs Eberhard Kolongele, qui consulte tout le monde, voulais-je dire, que ce soit au niveau de l'opposition ou bien de la majorité, pourquoi pas la société civile. Vous, au niveau de décider, vous êtes en train de refuser, vous persistez, vous n'allez pas participer, pas seulement vous, mais d'autres partis aussi de l'opposition. Vous n'êtes pas d'accord avec cette initiative de consultation? Est-ce que vraiment, mon cher Daniel, vous pouvez rêver un seul instant, voir le commandant du peuple, le président élu, se faire consulter par les Kodjo actuels? Les Kodjo. Kodjo. Mais c'est Kodjo qui consulte là maintenant. Eberhard Kolongele. Mais c'est un Kodjo. Cher ami. Et vous voulez que le commandant du peuple, celui qui a la légitimité du peuple, aille se faire consulter par ces Kodjo? Mais ça, c'est une utopie. C'est une illusion. Tragique quand même.
nous vous disons, ceci, chers amis, ça c'est une aventure de mauvais goût. Mais si Tshilombo cherche à élargir son union sacrée, c'est ce que vous pensez. C'est ça que lui pense. C'est ça, cher ami. Bon, dites-nous aujourd'hui. D'abord, il a affirmé lui-même de manière indirecte que son gouvernement a échoué lamentablement. Donc l'union sacrée a échoué et il veut débaucher et il veut prendre je ne sais qui, parce que vous savez que nous sommes sollicités à tous les niveaux pour pouvoir intégrer le groupe et commencer aussi à piller la République comme les autres le font. C'est nous qui avons dit non, nous ne pouvons pas accepter tout ça. Cher ami, M. Tshilombo ne comprend pas. Et il ne veut pas comprendre que le pays est sous menace de balkanisation. Nous sommes presque dans le dernier virage. Si on ne fait pas attention, cher ami, le Congo risquera d'être fragmenté sous nos yeux. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Nous ne cessons de rappeler à M. Tshilombo que Gorbatchev voyait l'URSS s'effondrer sous ses yeux. Et nous ne voulons pas être le Gorbatchev de demain. Notre souci est que le Congo soit indivisible. Notre souci est que nous puissions récupérer, recouvrir notre intégrité territoriale. Notre souci est que les Congolais parlent le même langage face à l'agresseur, face à l'ennemi. Notre souci, cher ami, est que le Congo décolle. Tout ce que nous sommes en train de voir, c'est que M. Tshilombo fait là. Il fait retarder inutilement le Congo. Nous lui avons dit que l'histoire des consultations, ça va aider le pays en quoi? Est-ce que vous voyez vraiment Eberand là? D'abord, il a quelle qualité? Conseiller spécial de M. Tshilombo. Vous prenez un Tchilombiste pour venir chercher à acheter la conscience des gens, et voici même ce qu'il a fait. Il commence même à envoyer ses émissaires pour aller contacter certains jeunes qu'on va utiliser comme des boucs émissaires pour pouvoir former je ne sais quel gouvernement. Pour vous, si vous refusez, on veut mettre qui? Il faut qu'on puisse mettre Fayoulou. Il n'y a pas question de mettre qui. Les évêques. Les évêques sont déjà là, cher ami. Les gens qui se sont manifestés à vous offrir leurs beaux offices, les gens qui ont pris leur bâton de pèlerin pour chercher à s'enquérir de la situation. Non, M. Tshilombo a un autre plan. Il a un autre plan. Il risque plus tard d'être considéré comme vassal de Kagame. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Nous ne cessons de l'interpeller. Si réellement il est congolais, qu'il suit le chemin de la raison. Le chemin de la raison, c'est celui d'accepter ce que les prélats et les pasteurs de l'ECC ont mis sur le pied pour que nous puissions beaucoup plus consolider davantage nos liens, surtout en tant que Bantou, et bouter l'ennemi dehors via la cohésion nationale qui passera par un dialogue sincère entre nous, où nous allons nous dire des vérités en face, où nous allons nous corriger, nous allons nous pardonner mutuellement. Kabila, c'est un acteur majeur. Nanga, c'est un acteur majeur. M. Tshilombo, lui-même est un problème, c'est un acteur majeur. M. Fayoulou, le président du peuple, le commandant du peuple, le président élu, c'est un acteur majeur. Et les autres Congolais, parce qu'on ne veut pas exclure les gens, nous devons nous dire des choses. Pourquoi nous en sommes arrivés là? Quel était le problème? M. Tshilombo, dites-nous. Quel est l'accord que vous avez signé avec Kagame? Quelle est la dette que nous avons là, comme disait Papa Tine à l'époque, pour que nous puissions payer une fois pour toutes et rester calme? On doit se dire des vérités en face, qu'il soit ouvert, qu'il soit verdict, et qu'il nous montre ses faiblesses à quel niveau. Comme ça, on peut venir, dire nous écouter, suite à ça, voici la réponse, suite à ça, voici les remèdes, et nous pouvons chercher à cette époque-là. Comme il y a des réponses, il y a des remèdes à tous nos fléaux, maintenant nous voulons chercher les animateurs qui peuvent faire en sorte que ces remèdes soient réellement des remèdes à donner pour le Congo. C'est là où on cherchera peut-être un gouvernement de salut public,
pas d'union nationale. Mais on n'est pas encore arrivé, il veut mettre la charrue devant le bœuf. Donc vous, ce qui vous dérange, c'est ce nom-là, Union nationale, c'est ce qui vous dérange. Madame, à cette époque-ci, on n'a pas besoin de gouvernement d'union nationale. Nous avons besoin de gouvernement de salut public. C'est quoi la différence entre les deux? Ah, une très bonne question. Union nationale. Vous voulez juste avoir un échantillon représentatif de chaque coin, linguistique et autres, pour montrer que le Congo est indivisible, sans vision, sans perspective. C'est le cas de l'Union sacrée. C'est le cas de l'Union sacrée. Le gouvernement de l'Union sacrée. Ils sont là pourquoi? Ils vous disent qu'ils mettront le gouvernement de l'Union sacrée pour quelle finalité? C'est pour quelle finalité? C'est pour chercher que les autres viennent s'enrichir encore comme les autres. Et l'objectif pour M. Tshilombo, c'est de vous mettre tous dans un sac pour qu'il revienne encore avec sa vision de changer la constitution où personne ne saura contredire personne. Mais le salut public, comme l'indique son nom, il y aura une mission précise, surtout de sortir le pays du chaos, de sortir le pays d'une situation qui a tellement élu domicile notre nation. Vous allez vous rendre compte de tout ce qui prévaut en RDC, quels sont les problèmes et qu'il faut-il faire. Vous venez avec les animateurs qui feront en sorte que cette vision-là soit matérialisée. C'est ça un gouvernement de salut public. C'est un gouvernement qui viendra aux rescousse de la population. Là, on ne nomme pas selon le poids politique. On ne nomme pas selon le poids politique. On nomme selon les compétences. Merci. Ce n'est pas parce que Daniel me pleut, ce n'est pas parce que Madame Sarah me pleut, que je dis non, mais écoutez, vous restez ici. Non. On pose la question de qui doit faire réellement quoi. On va poser la question de, mais écoutez, celui qui vient, il vient avec, d'abord vous venez, dites-nous, monsieur Daniel, quelle est votre vision face à ce secteur ici? Que ferez-vous pour que nous puissions sortir de cette impasse? C'est comme ça qu'on va vraiment fignoler, peaufiner beaucoup de stratégies et présenter un gouvernement qui viendra réellement pour résoudre les problèmes de la population et du Congo. Et non, ce que M. Tshilombo fait, c'est un simple élargissement de sa classe politique. Ça nous concerne, c'est là où il appelle ça le gouvernement national. Donc c'est un institut représentatif qui va chercher à travers la nation, qui n'aura aucune mission managériale pour pouvoir mettre en terme ce que nous subissons aujourd'hui comme velléité expansionniste. C'est là où nous vous disons que ce n'est pas le moment, nous ne soutenons pas sa vision. La seule vision que nous avons là, c'est d'accepter que nous allions dans le processus de Kinshasa tel que proposé par les prélats catholiques et les pasteurs de l'ECC pour que nous puissions vraiment chercher une paix et une paix durable. Alors, Monsieur Alain, vous demandez le dialogue et vous voulez qu'il y ait plusieurs Congolais pour se mettre sur une même table afin de dire des vérités. Et les vérités dont vous faites allusion ne vont pas créer des frustrations et engendrer d'autres problèmes. Madame, nous sommes deux Africains. Le linge sale se lave en famille, dit-on. Par contre, nous allons élaguer toutes ces frustrations-là lorsque nous allons nous mettre autour d'une table. Aujourd'hui, vous voyez ce qui s'est fait. La frustration continue et vous voyez presque les gens continuent à traverser et c'est ce que nous ne souhaitons pas, bien sûr. Mais les gens qui rejoignent un peu Nangala, c'est grâce à la frustration. Mais nous voulons arrêter l'hémorragie. Tout ce qui est comme hémorragie frustrationnelle, c'est ce que nous voulons arrêter. Si nous continuons à laisser, vous risquerez, vous ne serez pas étonné de voir Anthony Tshisekedi rejoindre aussi Nanga. Parce que la frustration même, c'est au niveau même de la famille de M. Tshilombo. C'est conseillé, vous l'avez vu, commence même à traverser. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter ça? Il faut dialoguer à l'interne. Mais lorsque Kabila vous dit qu'il faut, ce sont des problèmes congolais, on doit les traiter à l'interne. Lorsque tout le monde vous dit que c'est ça, mais pourquoi M. Tshilombo continue? C'est là où nous vous disons, comme il continue à résister, apparemment il a un plan.
Et c'est un plan machiavélique pour la RDC. Ça, c'est ce que nous sommes en train maintenant de conclure. Parce que ça ne peut pas se passer comme ça. Si réellement ils voulaient qu'on mette fin, réellement fin, c'était question seulement d'accepter que nous puissions rapidement nous mettre tout. Madame, je vous dis, le Congo est sous menace de balkanisation. Le Congo risque de partir. Kagame a son plan et il n'a pas encore lâché la prise. Et il est temps, alors est temps que le Congolais on a connu bien consciencieux. plus grave que ça, le Congo. Madame, on n'a jamais perdu notre pays. Pourquoi dire en ce moment que les Congos risquent de partir? Madame, je vous dis, tout ce qu'on avait connu auparavant, c'était des préambules. Kagame a presque vidé une grande partie de son livre. Il est presque à la conclusion. Son livre qui s'intitule La balkanisation de la RDC. Tout ce qu'on a vu là, c'était des préambules, des chapitres, autres. Maintenant là, Kagame veut conclure l'affaire. Si nous ne faisons pas attention, regardez, nous passons maintenant plus d'un mois que nous ne contrôlons pas Nord et Sud Kivu. Aujourd'hui, Kagame a un plan. Lui ne veut pas. Il ne veut pas que la partie commençant par Kamanyola jusqu'à Bunagana soit contrôlée par vous. Or, si vous parlez de Kamanyola, Bunagana, là c'est Nord et Sud Kivu. Kagame a un plan, je vous dis, si nous ne faisons pas attention. Alors, il est temps d'appeler Kabila, d'appeler les autres. Mettons autour d'une table, parlons réellement Congo. Mettons nos égos de côté, mettons nos intérêts mesquins de côté, égoïstes, mais regardons l'avantage, regardons notre pays qui peut être considéré actuellement là comme un dénominateur commun. Si nous ne faisons pas attention, c'est nous qui allons pleurer demain et ça ne sera pas avantageux pour nous. Donc, les consultations ou la consultation telle que menée par Eberand n'est qu'un élargissement de l'union sacrée et nous n'adhérerons pas dans cette initiative qui tend à mettre encore le pays davantage à genoux. La seule solution pour nous là, c'est le dialogue tel que proposé par l'ECC et la CENCO. Au cas contraire, M. Tshilombo sera seul et alors seul redevable, responsable plutôt devant tout ce qui va arriver dans le pays. Alors, salutations à notre grand frère Flori Béa, porte-parole de Kabila Fort Réveillé, qui nous assiste dans cette émission. On termine déjà l'émission, mais certainement l'avant ou la dernière question. L'autre fois, vous parlez du triangle fatal. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi a initié ces consultations. Est-ce que c'est urgent? Faudra-t-il revenir dans cette format, dans cette théorie du triangle fatal pour essayer de réunir tous les Congolais et de sauver le pays contre ces complots internationaux? Je paraphrasais que cette théorie-là du triangle fatal. Je l'ai paraphrasé, cher ami. Lorsque je parle de Kabila doit être là, Nanga doit être là. Les deux constituent ce triangle-là. L'angle du triangle Kabila, c'est ça. Il doit y avoir l'angle de M. Tshilombo et sa bande également. La bande de M. Tshilombo, ça veut dire Moïse Katumbi de quel côté? Moïse Katumbi, comme Moïse Katumbi était de Lamouka en son temps, en réalité il devait être assimilé du côté Fayulu et Katumbi. Et aujourd'hui également il est de l'opposition, il est dans l'opposition. Donc lui peut être là. Fayulu et les Katumbi autres sont de ce triangle-là. Donc, les trois triangles étant déjà pleins, c'est comme ça que vous avez vu les facilitateurs neutres et impartials se prononcer pour pouvoir dire de mon côté, on doit vous mettre tous trois autour d'une table pour qu'on parle réellement Congo. Même si on revenait sur ce format, et si ça arrivait que Kabila refusait de venir pour dialoguer avec Tshisekedi, dialoguer avec... Je ne pense pas que Kabila, je sais que c'est un homme qui y a aussi la passion du Congo, va refuser de venir. D'ailleurs, c'est lui
qui a rappelé à M. Tshilombo dans la ligne de ses adresses que le problème doit être traité entre Congolais. Je ne pense pas qu'il va refuser de venir. Parce que lui aussi, c'est comme c'est un problème. Il fera aussi en sorte que les problèmes qui le constituent soient transmis et transposés aux solutions. Toutes les différentes solutions qu'il peut proposer fera en sorte que nous puissions sortir du grade. Donc je ne pense pas. Je suis vraiment dubitatif et je sais que Kabila sera autour d'une table pour que nous puissions réellement chercher comment sortir ce pays du chaos. Donc, je m'inscris en faux. Je sais que Nanga c'est un Congolais, Kabila c'est un Congolais, ils viendront tous. M. Tshilombo, comme c'est un Congolais en problème, il viendra aussi avec sa bande. Et troisième triangle sera là pour que nous puissions ensemble voir comment nous pouvons faire en sorte que le pays sorte de ces bourbiers. Au cas contraire, je ne cesse de récidiver que M. Tshilombo sera seul responsable. Vous les menacez? Non, nous ne les menaçons pas, mais nous connaissons M. Tshilombo commence à donner l'impression comme si il accompagne M. Kagame. Il semble donner l'impression d'accompagner M. Kagame dans son plan. Et nous n'accepterons pas cela. Nous vous disons que nous allons le pousser à sortir de ce qu'il est en train de continuer à faire comme l'aide à M. Kagame. Et si vous allez vous accepter les formats actuels de ces consultations, vous allez quand même pour dire à son conseiller que nous voulons rencontrer le président lui-même pour mettre en exergue ce triangle fatal. Vous allez perdre quoi? Monsieur Eberand n'a pas qualité. D'abord, comment... C'est là où nous disons, M. Tshilombo, je ne sais pas s'il a réellement des conseillers. Il ne pouvait pas envoyer son conseiller spécial en matière de sécurité pour pouvoir consulter les gens. Il a failli à sa mission. Il pouvait chercher quelqu'un neutre. Il pouvait chercher quelqu'un qui pouvait réellement faire ce travail-là. Quelqu'un qui n'allait pas ériger un peu de sceptisme dans la tête de beaucoup. Lui-même peut-être, comme il a fait à la création de l'Union sacrée. Non, comment un problème peut consulter d'autres problèmes? Mais c'est tout lui-même, c'est un problème. Vous voulez qu'il consulte qui? Mais quand il avait consulté pour la création de l'Union sacrée, il n'était pas un problème. Non, il était toujours le problème. Il a aussi commis une erreur. Dites-nous maintenant, après consultation, ils nous ont promis un gouvernement de warriors. Quel est ce qu'on peut retenir de ce gouvernement de warriors? C'est pour vous dire quoi? Comme le premier c'était déjà biaisé, tout ce qui suivait allait toujours comment? Être faux. C'est là où nous vous disons que et lui et Berand, personne n'a qualité de pouvoir consulter les gens. Ceux qui veulent consulter, ceux qui ont déjà consulté d'ailleurs, ils ont consulté tout le monde. Au niveau interne, au niveau sous-régional, au niveau régional, mais au niveau international. Qu'on leur donne la chance de pouvoir nous produire un document de qualité, des solutions managérialement politiques qui feront en sorte que le Congo sorte de cette crise. Au cas contraire, je vous dis, Monsieur Tshilombo, vous serez seul devant tout ce que le Congo va subir. Comment prévoyez-vous la suite des événements? Vous concluez l'émission. Mon frère, je vous dis, d'abord c'est une consultation qui va faire naître d'une souris. C'est un fiasco parce que d'abord les gens qu'on attendait ne sont pas venus. Et deuxièmement, ils ont procédé au modus operandi des uns et des autres parce que là, M. Tshilombo est allé débaucher même les jeunes que les autres ont fait. C'est que nous avons tous décrié. Et c'est là où même je profite de l'occasion à prodiguer le conseil à mon frère, à mon jeune frère Jeannot Lompepe, de ne plus continuer la démarche parce qu'il risque de tomber dans le déclin sans passer par l'émergence. C'est ce que nous sommes en train de décrier. Mais l'avenir semble être sombre. De par les tableaux que M. Tshilombo nous a peints sur tous les plans, les consultations ici ne vont rien donner. Et
aujourd'hui, la seule solution qui nous est restée, c'est chercher la cohésion nationale via les dialogues tels que prônés par le CENCO et ESC. Si M. Tshilombo continue à se faire sourd d'oreille, à fouler aux pieds, à torpiller cette démarche, eh bien, il sera seul et responsable. C'est là où nous vous disons qu'il est temps de sauver la nation qui est en danger. Il est temps de sortir ce pays du gouffre dans lequel bon nombre l'ont plongé. Et nous leur disons, en tout cas, de prendre le bal surtout au bon et surtout de continuer à accepter les conseils du commandant du peuple pour que demain, que le Congo soit réellement ce pays que nous avons tous rêvé. Au cas contraire, nous regrettons de cette affaire-ci. Alain Zikateli, carte du parti SID du président Martin Fayulu. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau d'Interface. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions, surtout d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci Sarah. Merci Daniel. Merci à vous, monsieur Alain. Merci. Alors, retenez ce que disent les sages ce soir. Très souvent dans la vie, ce sont des inconnus qui nous aident à réussir parce que nos proches, ceux qui en comptent, sont déjà en concurrence avec nous. À demain pour le deuxième numéro de cette émission que vive la République, vive la RDC. Restez-nous toujours fidèles.